Euh, je tiens d'abord à remercier Marie pour sa confiance pour l'animation de ce webinaire. Le parcours Diane, c'est un dispositif qui est très important sur le territoire et que nous sollicitons régulièrement pour une prise en charge de quelques femmes reçues à la Maison des femmes de Nanterre, mais que les différents dispositifs de santé de la ville sollicitent également. Pour me présenter, je suis Florence Godefroy, je suis infirmière de prévention en santé sexuelle sur la ville de Nanterre. Je travaille le vendredi matin à la Maison des femmes victimes de violences à Nanterre Préfecture. Je travaille aussi sur le centre de santé sexuelle rue Maurice Thorez à Nanterre et je suis 3 jours sur l'espace santé jeune pour les 11-25 ans de la ville de Nanterre également. Vous aurez des questions certainement. Je vous invite à les poser dans le chat et Marie pourra y répondre dans la toute fin de ce webinaire. Et dans un premier temps, Marie, est-ce que tu pourrais également te présenter et partager avec nous ce qui t'a amené à devenir coordinatrice du parcours Diane en 2022? Alors, je suis infirmière de formation et conseillère conjugale et familiale maintenant. Et là, je finis un DU de sexologie justement aussi dans le but de pouvoir accompagner les femmes victimes de violences qui sont accueillies au parcours Diane. Alors, en fait, ce projet de Parcours Diane, c'est l'hôpital de Nanterre qui a répondu à un appel à projet en 2022 et qui m'ont proposé la coordination parce que je travaillais notamment J'ai travaillé plusieurs années à la maternité gynéco et je m'occupais de l'organisation des IVG, donc ça faisait partie de mon projet professionnel. Donc là, ça fait maintenant, depuis fin 2022 que le Parcours Diane a ouvert et l'équipe s'est agrandie au fur et à mesure. Mais ce que je peux vous proposer dans un premier temps, c'est plutôt de parler, d'expliquer un petit peu les violences sexistes et sexuelles, reprendre un petit historique pour comprendre le contexte et comprendre pourquoi aujourd'hui on en parle en France et pourquoi il y a des budgets qui sont alloués à ça. Et puis voir un petit peu en tant que professionnel de santé, parce que je pense que vous êtes nombreux à être professionnels de santé, comment on détecte et comment on oriente. Et puis, je vous parlerai du parcours Diane à la fin, si ça vous va. Donc, Merci Marie pour cette présentation. Donc en première partie de ce webinaire, tu vas nous parler des, des femmes victimes de violences en France avec quelques chiffres sur les violences physiques, sexuelles, conjugales et sur les féminicides. Mais tu vas également nous faire part des chiffres du constat que je trouve alarmant concernant les violences faites aux enfants. C'est assez impressionnant de voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et je te donne la parole pour nous présenter toutes ces données relevées en 2023 et tout ce qui concerne bien sûr les féminicides. Merci à toi. pour trouver un petit peu, pour comprendre un petit peu ce contexte, en effet, on va se rapporter aux chiffres gouvernementaux. Alors déjà, c'est intéressant de voir qu'il y a pas loin de 100 000, un peu plus de 100 000 victimes de violences sexuelles. Que la plupart du temps, ce sont des femmes, majoritairement des femmes. Et puis aussi de voir un petit peu quand dans les violences physiques et sexuelles, en effet, physiques, il y a plus de 400 000 victimes. Mais quand on regarde, en fait, dans la sphère familiale, on est essentiellement sur des femmes. C'est-à-dire que les hommes victimes de violences, ça va plutôt être en dehors de la sphère familiale. Tout ça pour revenir sur les violences conjugales. Donc, on est à un peu moins de 300 000 victimes sur l'année 2023. Encore une fois, les victimes sont la plupart du temps des femmes et les auteurs plutôt des hommes. Et puis, quand on voit sur le taux de dépôt de plainte, on est vraiment sur des taux très bas. On est à 14% en 2022. Donc voilà, tout ça pour vous expliquer que souvent j'ai la question, mais pourquoi on parle des violences faites aux femmes et pas des violences faites aux hommes? C'est pas les mêmes violences et souvent les violences faites aux femmes, elles sont cachées, elles sont dans la sphère familiale. En fait, en tant que femme, on est plus en sécurité statistiquement dans la rue qu'au sein d'une famille ou au milieu de gens qu'on connaît. Par rapport au féminicide, en 2023, on a compté un petit peu moins de 100 féminicides. On est toujours sur une centaine de féminicides par an. Mais à ça s'ajoutent quand même les tentatives de féminicide qui sont à plus de 300 et aussi toutes les victimes de harcèlement
elles, ont tenté de se suicider ou ont réussi de se suicider. Donc là, on est à plus de 700. Et c'est vrai que quand elles arrivent, les femmes, elles nous disent, on est à bout en fait. On est à bout. Donc quand il n'y a pas d'aide, quand il n'y a pas d'accompagnement, bah, la solution, c'est de mettre fin à sa vie. Et puis, il y a 9 infanticides aussi qui ont été répertoriés dans le cadre aussi des violences intrafamiliales. Mais dans la majorité des cas, et ça c'est vraiment important de le retenir, l'auteur des faits, c'est quelqu'un de connu. Dans 9 cas sur 10, les femmes connaissaient leur agresseur. Donc on n'est pas agressé dans le RER par un inconnu. Ça c'est très rare. La plupart du temps, c'est dans un cadre familial ou dans un cadre, en tout cas, de personnes qui nous connaissent. Et puis, il y a quand même une violence faite aux femmes qui est quand même bien invisibilisée, mais qui est quand même importante à avoir en tête, surtout quand on est professionnel de santé, c'est que sur le territoire français, on estime à 125 000 femmes victimes d'excision, ce qui n'est pas rien et ce qui est vraiment très caché. Et donc, c'est intéressant aussi, en fonction de l'histoire de la patiente, de pouvoir s'interroger sur est-ce que ça, c'est une violence qui lui a été faite ou pas. Pour en revenir sur les chiffres de la Civis aussi, ça c'est en effet sur les violences faites aux enfants, mais ce que je veux aussi attirer votre attention, c'est sur les violences commises essentiellement par un membre de la famille à 81%. Et ça, encore une fois, c'est toujours pareil, c'est toujours dans un cadre connu que ça va être le plus marqué. Alors, là, j'ai relevé les derniers chiffres de nous toutes sur les féminicides. Donc aujourd'hui, on en est quand même au 55e féminicide, au 12 mai. La dernière femme qui a été victime est une femme de 50 ans qui a été victime de plusieurs coups de feu en pleine rue par son mari. Il était sous contrôle judiciaire depuis 4 mois pour violence intrafamiliale et le jugement devait être rendu dans 3 jours. Le couple était en instance de divorce. Juste pour dire aussi que le 9 mai, il y a eu deux féminicides. Un sur une jeune fille de 13 ans qui a été tuée par son père et Céline, 45 ans, qui a été tuée, frappée à la tête et qui a laissé 2 enfants orphelins. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a déjà 29 enfants orphelins depuis le début de l'année 2025. Donc, suite à ces chiffres qui sont quand même très bouleversants, la première question à laquelle j'aimerais que tu puisses répondre, Marie, c'est y a-t-il de plus de violences faites aux femmes depuis ces dernières années? Qu'est-ce qui fait que nous en sommes à ce constat sévèrement préoccupant et d'où partent ces violences envers les femmes? Donc, pour répondre à ces questions, en fait, l'idée, c'était quand même, sans vous faire un cours d'histoire, parce qu'on n'est pas là pour ça, mais de réfléchir un petit peu, en effet, à comment ça se fait qu'on en est à ce contexte-là aujourd'hui. Et ça, pour ça, il faut revenir un petit peu dans le temps et voir quelle a été l'évolution des liens entre la femme et l'homme. Donc déjà, on est pendant plusieurs siècles, le discours a été régi par la religion, quelle que soit la religion dans laquelle on a été élevé, quelle que soit la culture. En fait, on a toujours été élevé dans l'idée que la femme était plutôt porteuse du péché par rapport à l'homme. C'est quand même elle qui a commencé, qui est la cause du fait que nous allons tous mourir, donc le mythe fondateur d'Adam et Ève. Pour donner un exemple aussi, il y a encore pas si longtemps que ça, c'est-à-dire à pas loin d'un siècle, le mariage, il était validé que s'il était consommé. Donc on n'était même pas dans une possibilité de violence sexuelle dans le couple, ça ne pouvait pas exister. En fait, ce qu'il fallait, c'était surtout consommer le mariage. Et ça, c'est pas si loin que ça, en fait. Dans l'histoire de l'humanité, on est à même pas un siècle. Et puis, il y a quand même des lois aussi qui ont mis cette certaine domination de l'homme par rapport à la femme. C'est-à-dire que quand on s'en rapporte au Code Napoléon, le mari doit protection à sa femme, certes, mais la femme doit obéissance à son mari. Donc, il y avait quand même une hiérarchie, même au sein du couple, avec une infériorité de la femme. Il y a quand même ce double standard qu'on a un peu tous en tête quelque part, où la femme, soit c'est une mère sage et respectée, soit c'est une femme sexy, et dans ce cas-là, bah voilà, une mère sexy, c'est toujours un petit peu compliqué. On est vraiment dans ce double standard-là encore aujourd'hui pour beaucoup de gens, pas tout le monde heureusement, mais quand même, on est quand même majoritairement là-dessus. Et puis il y a cette évolution du couple où jusqu'à encore il n'y a pas si longtemps de ça, c'est-à-dire qu'il y a pas loin d'un siècle, les mariages amoureux
ils étaient quand même pas très majoritaires. On était plutôt sur des mariages arrangés, c'était des contrats, mais des contrats en vue d'aider la famille, pas forcément sur un lien amoureux. Ce qui a beaucoup changé maintenant, majoritairement en Occident, on va se marier parce qu'il y a un lien amoureux. Donc ça, c'est des choses qui ont évolué. Et donc, ce qui fait bouger les lignes, bah, d'abord, ça va être l'égalité publique, hein. C'est ça qui va commencer à faire bouger les lignes, notamment le droit de vote pour les femmes en 1945. En 1948, il y a l'égalité entre l'homme et la femme qui est inscrite dans le préambule de la Constitution, donc c'est un vrai début. Et puis, la femme va accéder à une liberté, notamment à une égalité dans l'intimité et notamment dans la reproduction avec la loi Neuwirth, avec la loi Veil, qui vont lui permettre d'avoir une égalité par rapport à l'homme parce qu'on va pouvoir procréer quand on veut et pas quand on l'a pas forcément choisi. Et très récemment, donc là on est en 2017, donc on est quand même il y a même pas 10 ans, il y a eu le mouvement MeToo qui a débuté aux États-Unis avec les actrices notamment qui ont commencé à parler et qui ont progressivement libéré la parole pour parler de ces violences qui existaient depuis toujours, mais qui jusque-là étaient tues, étaient acceptées, et puis qui ont commencé à faire que les choses ne pouvaient pas être acceptées par tout le monde. Souvenez-vous juste du procès Trintignant en 2000, on était encore sur des violences avec on n'était pas sur des mots féminicides, on était encore sur le crime passionnel. Donc il y avait encore ce côté, bah oui, mais en fait il l'a aimé par amour. Donc on n'est plus du tout dans cette représentation-là aujourd'hui. Donc voilà, et puis pour en revenir quand même à cette construction sociale de la virilité qui est une plaie évidemment pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Ça, j'insiste pour le dire quand même que c'est pas que les femmes qui en souffrent, parce que l'homme aussi, quand il rentre pas dans les cases de cette virilité, bah, c'est pas forcément facile pour lui. Et notamment quand il remplit pas tout le contrat que la société attend de lui, bah, ça va être compliqué et du coup, il va surtout pouvoir démontrer sa force et sa violence et son mécontentement au sein du couple et pas forcément publiquement. Et puis, on a des éducations encore très genrées avec cette idée que la femme, elle a le droit de démontrer ses émotions, elle a le droit d'être malheureuse, elle a le droit d'être triste, l'homme, pas trop. Lui, il faut qu'il soit fort. On a ces attentes standardisées et puis ces violences qui sont donc, encore une fois, et j'en réfère encore aux chiffres, essentiellement dans l'intimité intrafamiliale. Les violences faites aux femmes, ça se fait pas sur la place publique. Parce que sur la place publique, on a des lois. Dans l'intimité, c'est plus difficile de faire restaurer ces lois. Donc, Bah, tout cela, pardon, vas-y, excuse-moi. tout cela m'amène à te poser la question de la définition de la violence, Marie, parce que lorsque je fais les dépistages systématiques, dont tu nous parleras un peu plus loin, à la question avez-vous déjà été victime de violence? La réponse première, c'est souvent non. Pour finalement découvrir ensemble, quand on rentre dans le détail, que le parcours de vie a été jalonné de violences diverses, avec un impact dans la vie de ces personnes. Peux-tu également nous exposer le mécanisme des violences conjugales et d'ailleurs avec précisément ce qui différencie un conflit conjugal d'une violence au sein du couple? On parle de stratégie de l'agresseur. De quoi s'agit-il exactement? Donc, la définition de l'OMS, bah là, c'est vraiment la définition des violences que j'ai reprise mot à mot. C'est l'utilisation intentionnelle de la force physique de menaces à l'encontre. Alors, attendez, parce que du coup, moi, je vois pas l'écran. Contre un groupe ou une communauté qui entraîne ou risque fortement d'entraîner un traumatisme, des dommages psychologiques et des problèmes de développement ou un décès. Il s'agit bien de tout type de violence, de toute forme de violence, et ce, à égard au milieu, que ce soit à l'école, au travail, à la communauté ou au stade de la vie. Et puis, elle rend explicite les conséquences de la violence sur la santé physique et mentale. Et ça, on va en parler un petit peu plus tard aussi, parce qu'il y a des conséquences aux violences qui sont vécues. Donc, les formes de violence, il y en a 7. Donc là, elles sont imagées. Quand on rentre un petit peu plus dans le détail, on est sur des formes de violence plutôt soit verbales, avec des cris, des insultes. Elles sont nulles. Elles savent rien faire. Ça, c'est des phrases qui vont revenir souvent. Ça peut être psychologique. Ça va être des humiliations publiques devant la famille, devant les enfants, souvent, des menaces, du chantage.
Évidemment, les violences physiques, celles qu'on reconnaît le plus et qui sont visibles, donc des coups, des gifles, des blessures, des hématomes, des marques autour du cou. Les violences sexuelles, beaucoup plus cachées, mais qui peuvent arriver aussi au sein du couple. Et ça aussi, c'est important d'en parler parce que des femmes qui disent, bah non, mais en fait, c'est pas que je voulais pas, mais en même temps, comme ça le calme. Donc en fait, elle voulait pas, mais en même temps, elle l'a fait aussi parce qu'elle se dit, bah j'avais pas le choix, fallait que je passe à la casserole. Donc ça vaut le coup aussi d'en parler. Des violences administratives où les passeports ou les papiers d'identité vont être cachés. Les violences économiques, quand une femme n'a pas accès à son compte bancaire, quand son argent est plutôt géré par le mari, ou que les, la CPM ou la CAF va tomber plutôt sur le compte du mari et pas sur son compte à elle, alors que c'est elle qui s'occupe des enfants. Et puis, les cyberviolences qui sont difficilement détectables, notamment sur les jeunes, parce que ça fait partie de leur communication. Et ça, du coup, ça vaut le coup de creuser un petit peu, parce que le harcèlement par cyber, enfin le cyberharcèlement, il n'est pas forcément décrit tout de suite par les victimes. Vas-y, c'est à toi. Non, je continue. Non. Mais tout ça pour dire que ça, c'est les formes de violence qui ont été décrites et qui sont répertoriées. Mais moi, j'aimerais juste réfléchir un tout petit peu sur une autre forme de violence qui est beaucoup plus fine, beaucoup plus mesquine. Et alors Philippe Bruno, qui est un sexologue psychiatre que j'aime beaucoup, qui les a définies par les violences ordinaires, les violences banales, quotidiennes, parce que finalement, la violence, c'est un continuum. C'est pas juste des gens gentils, des hommes gentils et des hommes méchants. Et pourtant, dans l'imaginaire, souvent, on a cette cassure entre les hommes qui vont être bien, qui vont pas être violents, et puis les autres. Alors, évidemment qu'il y a plein d'extrêmes, mais c'est intéressant quand même de réfléchir à son continuum. Et pour imaginer ça, il y a cette petite ligne entre les vilains et les mecs bien, euh, qui est quand même assez fortement répandue dans la société. Mais en fait, cette ligne, finalement, on se rend compte que plus tous, plus ou moins, on arrive à la déplacer un petit peu. Donc là, par exemple, bah, le procès de Pardieu, oui, bah, en même temps, évidemment, il a un petit peu violé des jeunes filles, mais en même temps, bon, bah, c'est un super acteur. Donc des petites choses comme ça qui vont bah, bouger la ligne. Et c'est pas si simple en fait, et c'est pas si simple de se rendre compte des violences qui sont faites aux femmes. Et donc pour ça, il y a quand même l'iceberg des violences qui est plutôt bien fait, parce que évidemment, il y a les violences physiques qu'on va voir avec les femmes qui ont un œil au beurre noir, qui ont des marques sur le corps, ou éventuellement des violences psychologiques dont elles vont parler. Et puis il y a tout le reste, toutes les humiliations, toutes les petites violences quotidiennes qui sont beaucoup moins visibles mais qui existent aussi. Et finalement, la violence, c'est vraiment un continuum. Pour parler du mécanisme des violences, parce que justement, bah, comme je vous l'ai expliqué, c'est plutôt fait dans l'intimité intrafamiliale et au sein du couple. En fait, il y a un mécanisme des violences au sein du couple qui a été détecté, qui a été défini. Et pour faire la différence entre conflit conjugal et violence au sein du couple, c'est-à-dire que dans un couple, on a le droit de pas être d'accord. On a le droit de se disputer. Ça fait partie du quotidien du couple. La grosse différence, c'est que dans la violence, va y avoir un dominé et un dominant. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va prendre le dessus en permanence et va y avoir ce sentiment de peur, en fait, un climat de peur et de tension permanente qui va être ressenti. Et quand je pose la question en général aux femmes où je leur demande ben, comment ça se passe le soir quand monsieur il rentre du travail, quand vous vous retrouvez après votre journée de travail, comment ça se passe? Quand la femme elle commence à me dire oui, enfin bon, vous savez, de toute manière, je parle plus fort que lui, on n'est pas d'accord, on se dispute, ok. Peut-être il y a des choses qui vont pas dans ce couple et qu'il va falloir quand même s'intéresser au lien qu'ils ont créé entre eux, mais a priori, il y a quand même une certaine égalité entre les deux. Par contre, quand la femme, elle commence à me dire, ah bah quand il rentre du travail, alors là, faut pas que les enfants mouftent, faut que le repas soit prêt, faut que tout se passe bien, parce qu'en fait, il peut partir au quart de tour et on sait jamais quand est-ce qu'il va partir. Là, on s'inquiète. Là, il y a vraiment une violence et il y a ce sentiment de peur et d'asymétrie, en fait, entre les deux membres du couple, et avec ce sentiment de violence qui est là. Donc, c'est vraiment ça la différence entre conflit et violence.
Après, on a identifié quand même qu'il y avait une certaine stratégie de l'agresseur, c'est-à-dire que la victime, alors ça peut arriver encore une fois à n'importe qui dans n'importe quel milieu socio-professionnel, mais en général, la victime, elle est plutôt choisie pour sa vulnérabilité. Et quand je parle de vulnérabilité, dans une vie entière, on n'est pas toujours d'humeur égale. On a le droit à des moments d'être un peu plus fatigué, d'être un peu plus vulnérable parce que on vient de se faire larguer parce que éventuellement bah, on vient de perdre son travail, parce qu'il y a eu un décès dans la famille et du coup on est dans une situation où on va se sentir on va être plus vulnérable et donc l'agresseur souvent va choisir une personne à ce moment-là qui est vulnérable et puis il va instaurer un climat de peur. Elles vont avoir peur de parler, elles vont avoir peur d'aller dénoncer les faits. Elles se sentent isolées. Souvent, elles n'ont pas le droit d'avoir d'amis, surtout pas d'amis garçons, parce que souvent, c'est des grands jaloux. Elles vont même pas, certaines me disent, même quand je t'appelle ma famille, en fait, je suis surveillée, je peux pas appeler ma famille quand je veux, il faut que je me cache pour appeler ma mère. Donc elles ont vraiment cet isolement. Elles ont évidemment souvent pas le droit de travailler, parce que bah, le travail, évidemment, ça sociabilise. Et puis elles vont se sentir très dévalorisées. C'est-à-dire que c'est un homme qui va être en permanence avec des violences psychologiques et verbales, où évidemment elles vont être moches, elles savent rien faire, elles sont trop nulles. Donc ça va mettre l'estime d'elles-mêmes vraiment très bas, ce qui fait qu'elles vont être très vulnérables et qu'elles vont être beaucoup plus manipulables par l'auteur des violences. Et ils inversent la culpabilité. S'ils sont comme ça, si elles le rendent comme ça, c'est de leur faute à elles. Donc elles se sentent coupables. Elles ont cette culpabilité vraiment où, oui, mais en même temps, c'est parce que j'ai pas voulu coucher avec lui, c'est pour ça en fait qu'il était violent comme ça. Donc elles se sentent complètement coupables de la situation, ce qui est encore plus dur du coup à aller dénoncer. Et c'est des hommes qui vont assurer leur impunité, c'est-à-dire qu'en dehors du couple, ça se voit pas. Dans la sphère publique, ça ne se verra pas. Voire même, ça va être un mec hyper agréable. C'est le papa qui va amener ses enfants le matin à l'école et qui va être très sympa avec les maîtresses. Ça va être le papa qui va blaguer avec les sages-femmes en salle de naissance. Donc, en dehors du couple, ça se voit pas. Donc, elles disent, mais comment je peux dénoncer ça? En fait, personne va me croire puisque en dehors du couple, en fait, personne ne le voit. Alors, on entend souvent, Marie, que même si je pense que effectivement la prise de conscience actuelle, on l'entend moins souvent, mais on peut entendre dire, mais pourquoi elle reste avec lui? Elle doit sûrement exagérer pour rester malgré tout. Ou alors, on peut entendre aussi, je comprends pas, elle dit que ça fait 10 ans que ça dure et elle n'en a jamais parlé. D'ailleurs, j'ai du mal à y croire car vraiment, son mari est très sympa. C'est quelqu'un de toujours bienveillant. Ils sont toujours ensemble partout où ils vont. Ouais. Alors, Alors, en peux-tu effet, nous il y a plein d'autres. expliquer Pardon, vas-y. tu nous expliquer ce qui fait que c'est difficile pour les femmes d'en parler, de décider de partir, de décider de quitter son mari? Qu'est-ce qui fait obstacle? Qu'est-ce qu'on appelle le cycle des violences et que l'on retrouve d'ailleurs chez toutes les femmes victimes de violences conjugales? Et bien sûr, peux-tu nous exposer comment cette violence peut avoir une incidence sur la santé, que ce soit la santé physique, mentale, économique ou sociale? Alors, juste pour revenir sur, en effet, les obstacles à la dénonciation, il y a toujours ce trio de peur, de culpabilité et de honte. Elles ont honte à dénoncer, elles ont peur de parler parce qu'elles ont peur des représailles, elles ont peur qu'on les croie pas et elles se sentent coupables. Elles n'ont pas confiance en elles puisque ça fait des mois, voire des années que de toute manière, il lui explique qu'elle est nulle, donc elles n'ont pas du tout confiance en elles. Elles ont très peur de ne pas être crues et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on ait en tête en tant que professionnel parce que la première chose à faire, c'est de commencer par les croire. Parce que de commencer par les croire, ça va permettre de délier la parole et du coup, elles vont pouvoir parler. En sachant qu'après, de toute manière, le vrai du faux, on s'en fout. Nous, on est professionnels de santé, on n'est pas juriste, on n'est pas juge, donc après, ce sera vu par la justice. Mais nous, le plus important, c'est de commencer par les croire. La méconnaissance de ses droits et des dispositifs d'aide, elles savent pas en fait comment ça se passe, elles connaissent pas leurs droits. En plus, souvent, il va leur expliquer que elle peut pas aller déposer plainte pour telle et telle raison, souvent parce qu'elles ont très peur qu'on leur retire leurs enfants. Mais ça, c'est des idées que lui ont mis dans la tête. Elles sont sous emprise, j'en viendrai après. Elles ont l'espoir, il faut pas oublier que ça part quand même, la plupart du temps, d'une histoire d'amour, en fait. Donc elles espèrent qu'elles vont retrouver l'homme qu'elles ont espéré épouser. En tout cas, qu'elles ont rencontré au début, l'image de cet homme parfait qu'elles ont rêvé au début. Quand il y a des enfants, elles ont très peur de perdre la garde. Et puis, il y a toujours cette pression sociétale, familiale, amicale, religieuse, où, mais madame, chez nous, le divorce, c'est pas possible, ça n'existe pas, on n'a pas le droit de divorcer.
Donc il y a tout ça, ces obstacles à dépasser, avec évidemment la dépendance économique, puisque souvent elles n'ont pas le droit de travailler, bah, elles sont complètement dépendantes financièrement de leur mari. Et puis la complexité des procédures, où là elles ont besoin de professionnels pour pouvoir avancer. Le cycle des violences, il est caractérisé comme ça. En fait, ça commence toujours par une très belle histoire d'amour. Donc, on appelle ça la lune de miel. Elles vont dire hein, au début, mais c'était vraiment l'homme parfait. Il répondait exactement à mes critères. On se comprenait, on n'avait même pas besoin de se parler. Bref, l'histoire d'amour absolument géniale. Donc, on s'engage très vite. Il commence à y avoir des tensions. Les tensions, ça peut être bah, j'arrête de te parler pendant 3 semaines. Donc là, elles comprennent pas ce qui se passe. Il y a des tensions, des menaces, des gestes brusques, des regards qu'elles comprennent pas, une mauvaise humeur ambiante. Et puis jusqu'au moment où ça craque, là, on passe dans la crise. La crise, ça va être les violences verbales, les violences psychologiques, les violences sexuelles, les violences physiques. S'il y a féminicide, ça sera à ce moment-là. Et puis là, du coup, si jamais il y a eu des violences assez fortes, elles vont aller déposer plainte. Et là, le type, il va se rendre compte qu'il est allé un petit peu loin, donc il va commencer à s'excuser, à dire plus jamais, on recommencera plus jamais. Elle donne une nouvelle chance et on repart dans ce cycle des violences. Ce cycle des violences, elles le décrivent très très bien. Et en général, j'attends qu'elles le décrivent pour leur montrer cette image et leur expliquer, bah voilà, ça, c'est ce que vous venez de me décrire, c'est ça. Et ça, vous savez en fait que ça va revenir. Ça s'appelle l'emprise et c'est très très dur de s'en sortir tout seul. C'est pour ça que c'est important de pouvoir être accompagné pour pouvoir sortir des violences, notamment conjugales. L'emprise, la définition, c'est ça. C'est une relation de domination, de manipulation et de maltraitance, utilisant la violence psychologique, voire la violence physique ou l'abus sexuel, en alternant avec des marques d'affection. Et ce chaud-froid, en fait, bah, ça fait un broyage de cerveau. Et c'est compliqué de pouvoir réfléchir et de respirer quand on est dans cette emprise-là. Donc les effets de la violence sur la santé physique, il y en a plein qui sont plus ou moins visibles. Par exemple, peut y avoir des troubles digestifs, des douleurs abdominales, des troubles du transit, des femmes qui ont du mal à dormir, qui font des cauchemars, des insomnies, des troubles gynécologiques avec évidemment des douleurs à la pénétration, des IST, des pathologies infectieuses, des douleurs chroniques, des céphalées, des lombalgies. Donc, quand on a mal à la tête, quand on a mal au dos, c'est le corps qui parle, hein. Ça mérite quand même d'attirer une attention dessus. Et puis des exacerbations de pathologies chroniques comme le diabète, l'asthme, en sachant en plus que quand elles sont surveillées et qu'elles sortent pas de chez elles comme elles veulent, souvent, elles sont pas très bien suivies médicalement. Donc ça peut être aussi des pathologies qui vont être mal prises en charge parce qu'en fait, elles n'ont pas accès aux soins parce qu'elles sont surveillées et qu'elles peuvent pas aller chez le médecin quand elles veulent. Et puis, il y a des symptômes aussi pendant la grossesse, donc avec le risque pour la mère, avec un traumatisme abdominal, donc une fausse couche, une rupture prématurée des membranes, un stress important qui peut faire une menace d'accouchement prématuré. Et puis pour l'enfant, pareil, le stress, ça peut faire un petit poids de naissance, un retard de croissance intra-utérin. Donc il y a des effets du stress aux violences vécues pendant la grossesse sur l'enfant et sur la mère. Il y a des effets évidemment sur la santé mentale, donc ça peut être des troubles anxieux, une dépression, des troubles de la personnalité. On est en train de faire des liens entre violence vécue et santé mentale, les abus de substances, parce que bah, c'est une solution aussi pour pouvoir aller mieux. C'est pas une bonne solution, mais c'est la solution qu'elles ont trouvée. Des troubles de stress post-traumatique, donc ça, je peux en parler un petit peu. Je sais pas si on a le temps ou pas. Oui. Bon. Donc, la définition, pour faire vite, c'est le trouble de stress post-traumatique. C'est le résultat d'une exposition d'un événement bouleversant qui dépasse les capacités d'adaptation. En fait, la femme va être face à un danger extrême avec ce qui va faire disjoncter le cerveau pour éviter en fait un risque vital lié au stress extrême. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est de mettre la personne en sécurité parce que si jamais il y a un stress trop fort, le risque c'est l'arrêt cardiaque. Donc c'est une mise en sécurité du corps. Donc c'est pas, elles le choisissent pas, elles le font pas exprès. Mais les effets secondaires, c'est qu'il va y avoir une mémoire traumatique qui va donner des symptômes qui peuvent aller jusqu'aux symptômes de dissociation.
Donc, les symptômes de l'état de stress post-traumatique, déjà, ce qui fait symptôme, c'est l'exposition à un sentiment de on va mourir. Là, je vais mourir. Donc, l'exposition à la mort. Ensuite, il peut y avoir des symptômes d'intrusion, donc c'est-à-dire des reviviscences, des cauchemars, des flashbacks. C'est pour ça que c'est intéressant de questionner sur le sommeil des femmes, pour savoir comment elles fonctionnent, comment ça se passe. Des hyperactivations neurovégétatives, avec en effet des troubles du sommeil, mais aussi des troubles de la concentration. C'est compliqué de se concentrer, c'est compliqué de maintenir un planning. Des fois, elles arrivent en retard, mais en fait, c'est vraiment parce qu'on sent qu'elles ont du mal à s'organiser. Une hypervigilance, des sursauts, une irritabilité, une agressivité aussi, parce que en plus, quand on a vécu dans la violence depuis longtemps, ben, on réagit de la même manière dont on a vécu. Des altérations des pensées et de l'humeur, donc ça veut dire des croyances négatives, une culpabilité, une honte, une perte d'intérêt, j'ai plus envie de sortir, je suis complètement détachée de la situation, j'ai plus envie. Ça, elles vont pouvoir le verbaliser aussi. Et puis des situations d'évitement. Pour éviter les situations trop stressantes, ben, on évite des lieux, on évite des pensées, on évite des personnes euh, pour éviter de se remettre dans le trauma. Et à ça peut s'ajouter plus ou moins une dissociation, c'est-à-dire qu'il va y avoir une déconnexion du réel et de son corps, vécu comme d'étrangeté. En fait, elles vont dire, ben, j'ai l'impression d'être au-dessus de moi, d'être au-dessus de mon corps. Et puis, il y a quand même une chronologie du stress post-traumatique, c'est-à-dire qu'il va y avoir un trauma, donc l'élément qui fait trauma, et suite à ça, il va y avoir une réaction de stress aiguë, et ensuite, on va appeler ça un trouble de stress aigu, et enfin, au bout d'un mois seulement, s'il y a encore des effets, le trouble de stress post-traumatique. Dans les violences conjugales, en fait, ça fait vraiment des traumas complexes, c'est-à-dire qu'en fait, il ne va pas y avoir qu'une seule exposition. Donc, il va y avoir plusieurs expositions qui augmentent aussi les symptômes. Alors, Euh, merci, Vas-y, pardon. merci beaucoup, Marie. À la lumière de tout ce que tu viens de nous présenter, comment chacun de notre place, nous pouvons repérer, dépister les femmes victimes de violences? Peux-tu nous éclairer sur ce sujet en nous donnant peut-être des outils pour nous y aider? Et d'ailleurs, peux-tu également nous dire s'il y a un protocole d'action sur lequel on pourrait s'appuyer en cas de danger immédiat, par exemple? Alors, par rapport à détecter les violences, en fait, elles ont tellement de honte et elles se sentent tellement coupables de la situation qu'elles vont pas le dire si on leur pose pas la question. Donc, le meilleur moyen pour détecter les violences, c'est vraiment de faire un dépistage systématique en consultation ou en entretien. Avez-vous déjà connu des violences au cours de votre vie? Comme ça, on ne stigmatise pas sur aujourd'hui, maintenant, mais au cours de la vie, est-ce qu'il y a des violences qui vous font encore souffrir aujourd'hui? Même si elle répond non à cette question-là, de poser la question, ça veut dire que vous êtes capable d'entendre. Et donc, ça veut dire que peut-être pas à ce rendez-vous-là, mais peut-être à un autre rendez-vous, elles vont pouvoir en parler. Et juste pour donner un exemple, à la maternité de Nanterre, il y a une femme à qui les sages-femmes, pendant le suivi de grossesse, ont posé la question. La femme a répondu non à chaque fois. Le jour de l'accouchement et ensuite de couche, en fait, elle a tout lâché et en fait, ça faisait plusieurs années qu'elle vivait des violences conjugales avec le père de son enfant. Donc, ça vaut le coup, en fait, même si c'est pas immédiat, ça vaut le coup quand même d'ouvrir la porte. Les éléments d'alerte, il y en a quelques-uns quand même à avoir en tête, même s'il n'y a pas de profil type, ça peut être tous les âges, tous les milieux socio-économiques qui peuvent être touchés. Et j'ai envie de dire, plus on va être dans une tranche sociale économique haute, plus ça va être difficile de parler. Parce que là, j'ai des femmes qui sont suivies au parcours Diane, qui sont avocates, et qui me disent, mais comment c'est possible que ça m'arrive à moi? Comment j'ai pu, avec mes études, avec ma formation, me retrouver dans cette situation-là? Donc vraiment, ça touche tout le monde. Et c'est vraiment la vulnérabilité au moment de la rencontre qui va faire que. Mais sinon, il n'y a pas de tranche de personne type. Par contre, il y a des indicateurs physiques qui peuvent vous donner qui peuvent mettre un petit peu la puce à l'oreille. Évidemment, les lésions corporelles. Les grossesses non désirées, il faut savoir qu'il y a quand même une grossesse sur trois non désirée où la femme a vécu des violences. Donc ça aussi, voilà, comment, pourquoi elle est tombée enceinte. Est-ce qu'elle avait le droit de prendre la pilule? Est-ce qu'elle avait accès à ça? Est-ce qu'elle a eu le choix de prendre un contraceptif ou pas? Quelle est la situation de cette femme à ce moment-là? Les IST, c'est pareil.
bah voilà, est-ce qu'il y avait est-ce que c'était non protégé parce que c'était consenti ou pas? Ça vaut le coup aussi de poser la question. Un conjoint un petit peu trop présent, notamment un mari qui va répondre à la place de sa femme, ça, on s'interroge aussi. C'est-à-dire que j'ai une femme un jour qui m'a dit, bah, en fait, je pouvais pas parler au médecin parce que la première fois qu'on est allé voir le médecin, mon mari a dit que je parlais pas français. Et le médecin, il s'est jamais adressé à moi. En fait, c'était mon mari qui répondait à chaque fois aux questions. En sachant que du coup, bah, vu qu'elle avait très peur des représailles, elle n'a pas osé contredire. Et du coup, le médecin pense toujours à l'heure actuelle qu'elle parle pas français, alors qu'elle parlait parfaitement français. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir cette idée-là en tête. Évidemment des situations de vulnérabilité et de précarité. Mais aussi, un truc à avoir en tête, c'est que quand on est dans un couple où il y a des consommations d'alcool assez fortes, ça augmente par 20 les violences conjugales et sexuelles dans le couple. Donc, les situations aussi où il y a de l'alcool dans le couple, on s'interroge aussi. Et puis des comportements, le retard. Encore une fois, elles sont très désorganisées dans leur tête, surtout quand elles sont victimes de psychotrauma. Mais il y a aussi le fait que des fois, elles sont en retard parce que juste, bah, elles sont contrôlées par leur conjoint et qu'elles peuvent pas sortir de chez elles quand elles veulent. Donc c'est compliqué d'arriver à l'heure à un rendez-vous dans ces cas-là. Les automutilations, quand on se fait mal, c'est pour faire sortir la douleur. Donc pourquoi il y a une douleur? Qu'est-ce qui fait qu'on a mal et qu'on a besoin que ça sorte? Les conduites à risque, les troubles alimentaires, les troubles du sommeil et l'agressivité. Encore une fois, quand on vit dans un milieu très agressif, bah, c'est compliqué de changer de comportement dehors. Mais c'est pas forcément dirigé vers le professionnel. Comment écouter? C'est important d'être disponible pour pouvoir écouter. Donc, je vais pas vous redire parce que je pense que vous savez très bien déjà tout ça. Mais la valorisation du courage de parler, le fait de les croire, déculpabiliser la patiente, ce sentiment de honte qui est extrêmement présent, c'est intéressant aussi d'en parler avec elle. Faire un rappel de la loi quand elles ne sont pas au courant de la loi. Par exemple, bah, le devoir conjugal n'existe pas. Oui, le viol au sein du couple, ça existe. Donc rien que ça, en fait, bah, c'est des données qu'elles n'ont pas forcément. Et puis faire appel au réseau de partenaires pour savoir orienter. Dans les outils, ça c'est peut-être un outil que vous connaissez, le violentomètre, ça marche bien sur les publics jeunes, un petit peu moins sur les publics plus âgés, mais ça permet quand même de prendre conscience, de savoir bah, si on est dans une relation saine ou pas. Et puis la roue des violences, parce que très souvent on a quand même en tête que les violences faites aux femmes, bah, c'est des femmes battues, donc c'est que des violences physiques. Et ça peut être intéressant aussi de réfléchir et d'amener la question des autres violences, surtout quand une femme me dit, bah non, mais en fait, il n'est pas violent avec moi, parce que quand il balance les objets, ça tombe toujours à côté, il m'a encore jamais visé. Oui, enfin, il y a quand même des violences et il y a quand même un danger. Donc c'est intéressant aussi de pouvoir ouvrir la réflexion aux autres formes de violence. Et enfin, parce que quand on est professionnel de santé, bah, il y a toujours cette question de signalement, est-ce que je signale ou pas? Et dans ce cas-là, c'est intéressant de pouvoir évaluer deux choses. Déjà, l'ampleur des violences et l'emprise, qui vont nous aider pour pouvoir évaluer l'importance de pouvoir faire un signalement ou pas. Donc ça, c'est des données que j'ai prises dans le vade-mecum de l'Ordre des médecins, avec des questions qui sont très bien faites justement pour pouvoir évaluer un petit peu l'ampleur des violences. Donc ça va être la multiplicité des violences, un projet de séparation. On sait que les féminicides ont lieu essentiellement au moment de la prise de conscience de l'auteur des violences de séparation, parce qu'il ne peut pas se séparer de son objet de plaisir, la présence des enfants, le chantage, la peur de la victime, est-ce qu'il y a un risque de suicide, est-ce qu'il y a des antécédents psychiatriques, est-ce qu'il y a des menaces de mort, est-ce qu'il y a des armes à feu à la maison. On n'y pense pas assez, mais par exemple, les maris policiers ou les maris gendarmes, il y a des armes à feu à la maison. Et donc cela, bah, il y a des risques liés aux armes à feu. Et puis évaluer l'emprise de la patiente pour savoir si elle est capable de réagir en cas de violence ou pas.
Est-ce qu'elle est surveillée tout le temps? Est-ce qu'il y a des restrictions de la part du partenaire d'entrer en contact avec la famille, avec les amis? Est-ce qu'elle est isolée? Est-ce qu'elle dit qu'elle est à bout? Est-ce qu'elle est déprimée, elle n'en peut plus? Est-ce qu'elle est complètement dépendante de lui financièrement, administrativement ou pas? Est-ce qu'il y a un contrôle du partenaire sur toutes les activités de madame? Ça, c'est des éléments qui vont pouvoir un petit peu évaluer l'emprise dans laquelle elle est. Et donc, il y a deux situations possibles. La plupart du temps, on est quand même dans un danger non immédiat, hein. Mais c'est toujours possible. Et quand on est dans un danger non immédiat, dans ce cas-là, ce qui est bien, c'est de pouvoir diriger. euh, oui, pardon. D'abord, le danger immédiat. Donc, le danger immédiat, c'est plus facile de faire une décision de signalement quand on est toute une équipe, quand on est plusieurs professionnels et qu'on se parle entre nous pour pouvoir savoir s'il y a un risque ou pas. Et puis d'autre part, s'il y a un risque suicidaire, c'est diriger la patiente vers les urgences psychiatriques. Et puis si jamais le danger n'est pas immédiat, donc là, moi je vous parle du parcours Diane, mais en fonction d'où vous êtes sur le territoire, il y a d'autres structures comme des maisons des femmes ou autres qui peuvent tout à fait correspondre pour pouvoir venir en aide et orienter les patientes. Et l'idée, c'est, si la patiente est d'accord, en tout cas pour le parcours Diane, c'est bah, de nous contacter pour pouvoir nous mettre en lien avec cette dame. Pardon. Et puis, si la patiente n'est pas prête, ben, lui transmettre les coordonnées pour qu'elle puisse faire les démarches quand elle se le souhaitera. Pardon. Donc maintenant, ben, pour terminer, Marie, si tu peux nous présenter le parcours Diane avant de répondre aux questions de l'auditoire. À qui s'adresse ce parcours? En quoi il consiste exactement? Et comment on peut orienter les femmes vers ce dispositif? Alors, pour qui? Alors, c'est toutes les femmes. L'hôpital de Nanterre est un hôpital pour enfants, pour adultes, pardon. Donc, en fait, c'est toutes les femmes de 15 ans qui ont besoin d'un lieu pour parler et se reconstruire après avoir vécu des violences. Ou alors, c'est pour toutes les femmes de plus de 15 ans qui vivent actuellement des violences et qui ont besoin d'un lieu pour penser la situation. Parce que quand on est dans des violences, en fait, il y a un interdit de pensée qui fait que, voilà, on est en train de survivre. Donc, c'est compliqué de penser. Donc, c'est intéressant aussi de pouvoir orienter les femmes à ce moment-là pour être accompagnées et pour s'en sortir. Et il s'agit de tous les types de violences. Donc là, j'ai parlé beaucoup des violences conjugales parce que c'est ce qu'on a en majorité, mais ça peut être aussi des violences intrafamiliales. On a quand même une forte population migratoire sur Nanterre, donc ça va être les violences vécues pendant le trajet migratoire, des violences prostitutionnelles, des violences sexuelles isolées. On s'adresse à tout type de violences sexistes et sexuelles. Le parcours Diane, c'est un parcours de soins et de coordination somatique, psychique, sociale et juridique, c'est-à-dire qu'on va prendre en charge tous ces domaines-là. Euh, En général, on n'est pas un service d'urgence, vraiment, on est un service d'accompagnement sur du long terme. Et on sait que pour se remettre des violences ou pour sortir des violences, en fait, ça va prendre du temps. Donc, on a un délai de prise en charge à peu près de 2 semaines pour le premier rendez-vous. Et après, on va revoir les femmes, soit ça peut être toutes les semaines dans un premier temps, mais c'est souvent tous les 15 jours. Et ensuite, on va les revoir continuellement jusqu'à ce qu'elles aient plus besoin de nous. On a des bureaux confidentiels au sein de l'hôpital, sur le plateau de consultation actuellement de l'hôpital de Nanterre. Et on essaye de faire un accompagnement personnalisé. On rappelle les absences parce qu'on sait que l'organisation est compliquée pour ces femmes-là. On peut accompagner physiquement si besoin dans certaines démarches, notamment au moment des audiences où c'est compliqué, surtout quand elles sont toutes seules, d'aller aux audiences au tribunal. Ça peut être aussi au commissariat pour déposer plainte. Et on se base sur des entretiens individuels, mais on a aussi des groupes de parole et tout le réseau de partenaires du 92 sur lequel on oriente. Et puis, on s'inquiète aussi de l'impact des violences sur les enfants qui sont co-victimes et qui ne sont plus juste témoins. Euh, donc, on est toute une équipe de professionnels, donc, avec des sages-femmes, psychologues, conseillères conjugales et familiales, infirmières, assistantes sociales. Et puis, évidemment, on a toutes les ressources médicales intra-hospitalières et extra-hospitalières et tous les partenaires du département. Le parcours Diane, oula.
Le parcours Diane, ça ressemble à ça concrètement, c'est-à-dire que la première chose, c'est une détection par un professionnel de santé, mais ça peut également être une femme qui nous appelle spontanément parce qu'elle a trouvé notre nom sur Internet. Et puis, un premier rendez-vous où la dame va pouvoir expliquer sa situation, parler des violences qu'elle a vécues. Et suite à ça, on va l'orienter vers les premières orientations urgentes ou pas. Et ensuite, on va la suivre et on va voir au fur et à mesure son parcours jusqu'à ce qu'elle ait plus besoin de nous et qu'elle soit autonome. Et qu'on travaille au sein du parcours Diane, ça va être l'estime de soi, parce que souvent elles arrivent avec une très faible estime d'elles-mêmes. On fait de la psychoéducation et de la prévention aussi en lien avec les violences. On prend en compte le lien conjugal qui existe. Elles sont souvent encore amoureuses quand elles viennent, et ça, on le reconnaît, ce sentiment amoureux d'attachement, c'est-à-dire que il va y avoir une rupture sentimentale aussi à prendre en compte, et pas juste un éloignement dû aux violences. La séparation psychique pour accompagner aussi vers une séparation physique durable. Voilà, parce qu'on sait que de mettre en sécurité une femme qui n'a pas dans sa tête encore rompu avec ce mari, elle va y retourner. Donc on travaille vraiment là-dessus. Et puis on travaille aussi et on prend en compte leur santé, c'est-à-dire que la santé physique, mais aussi psychique, en prenant en compte le PTSD s'il y en a un. Et donc ça, alors encore une fois, la liste n'est pas exhaustive, il y en a sans doute d'autres, mais j'ai essayé de mettre les dispositifs que vous pouvez trouver près de chez vous, donc les dispositifs hospitaliers, mais aussi il y a plein d'associations, il y a plein de dispositifs municipaux, comme la Maison des femmes de Nanterre et les associations juridiques aussi qui sont très aidantes pour les femmes et où on peut trouver parfois des psychologues également. Donc voilà. Et d'ailleurs, si parmi vous, vous avez la possibilité de compléter cette liste, nous sommes tout à fait preneurs de dispositifs qui existent et qui ne seraient pas dans cette liste, qu'on pourrait rajouter à cette liste. En tout cas, un grand merci, Marie, pour ce webinaire qui est toujours très complet pour ma part, enrichissant. Je ne sais pas s'il y a eu des questions posées au cours de ce webinaire dans le chat. Euh, Là, vous avez les coordonnées donc du parcours Diane que vous pouvez prendre en note. Mais comme c'est enregistré, je pense que vous pourrez les récupérer par la suite. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Il y avait eu quelques petites questions lors de la préparation de ce webinaire. Je pense qu'en grande partie, on y a répondu. Donc, je ne sais pas si Jennifer a... Euh, Peut-être les autres dispositifs hospitaliers, ils ont parce que je vois qu'il y a une question quand même sur les possibilités de logement d'urgence. Mhm. Alors, pour les autres départements que le 92, je ne sais pas, mais en tout cas, sur le 92, c'est vraiment les associations FVV qui ont la main sur les hébergements d'urgence. Nous, au Parcours Diane, on n'a pas la main dessus. Donc, on peut accompagner socialement, mais s'il y a une mise en sécurité, ce sera plutôt les associations sur le 92. Est-ce qu'il y a des questions? Euh, oui, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, Oui. je suis la Barlier, coordinatrice donc à la CPTS GVLG. Nous, on souhaitait faire justement un événement autour des violences. Et il y a pas mal de choses que vous avez abordées que j'ai, à vrai dire, découvert un peu pour la première fois. Pourtant, j'étais déjà sensibilisée au sujet, mais comme quoi, on apprend toujours. Donc, merci déjà pour la présentation. Et les professionnels de santé, ils vous orientent pas mal de patientes. Ça représente à peu près combien de vos orientations? Alors, j'ai plus les chiffres en tête là, ça va être compliqué. Je sais qu'on a à peu près 30% d'orientation de l'hôpital de Nanterre, donc des services de l'hôpital, mais du coup, le reste, c'est de l'extérieur. Ça peut être les PMI, ça peut être des libéraux, ça peut être des professionnels sociaux. Et on a, je crois, sur 2024, 30% d'orientation de l'hôpital, 20% d'appels spontanés, donc des femmes. Soit c'est leur copine qui leur a dit, voilà, je suis allée là et rappelez-la, ou elles nous ont trouvé sur Internet.
Mais voilà, mais j'ai pas les chiffres pour les D'accord. libéraux. Ok. Mais oui, après, ça, on a aussi des médecins qui nous appellent juste pour des conseils. Voilà, j'ai cette femme-là en face de moi, qu'est-ce que je fais? Et du coup, on est là aussi pour pouvoir informer et orienter. D'accord. Et justement, dans votre expérience, qu'est-ce que vous avez l'impression qui pêche, entre guillemets, le plus en termes de connaissances, de mise en pratique? Est-ce que c'est vraiment le dépistage systématique qui n'est pas encore maîtrisé? Est-ce que Mm. c'est autre chose? Est-ce que une fois qu'ils ont fait le dépistage, en fait, c'est plus l'accueil de la parole qui est trop difficile? Est-ce que c'est Mm. l'évaluation et le signalement? Il y a des éléments qui vous paraissent un peu, on va dire, les éléments où vraiment il faudrait diffuser et former en Je pense que priorité. c'est, en fait, ce que j'entends, c'est, bah oui, mais et si on dépiste et après, bah, elle nous dit ça, qu'est-ce qu'on en fait? C'est un peu, je pense que c'est une angoisse. Entendre les violences, entendre parler des violences, c'est pas naturel. On n'est pas fait pour être violent. Enfin, on est des humains, on est fait pour survivre, on n'est pas fait pour se taper dessus. Donc, on n'est pas à l'aise avec ce sujet-là. Les professionnels de santé ne sont pas à l'aise, les médecins ne sont pas à l'aise, ils sont pas formés pour ça. Et l'idée, c'est de leur amener bah, justement des solutions pour que ce soit plus facile de dépister. C'est-à-dire que c'est plus facile de poser la question si on sait, ah bah là, je vais orienter là, si jamais elle me répond oui, plutôt que de poser la question et puis de pas avoir de solution et j'en fais quoi et si elle me dit que voilà. Donc, je pense que c'est important d'être formé. Après, bah, voilà, est-ce qu'on a envie, enfin, il y a une population plutôt jeune de professionnels libéraux qui vont être assez à l'écoute, et puis d'autres qui n'ont pas forcément très envie d'en entendre parler. Mais de plus en plus, hein. Moi, je trouve que le dépistage systématique, il est fait de plus en plus, mais il n'est pas fait par tout le monde encore. Je pense aussi que ce qui est important, c'est de bien connaître le territoire et de connaître le réseau de partenaires avec qui on peut travailler. Mm. Donc, je pense que ça, c'est très rassurant aussi de savoir vers qui s'orienter et orienter pour Ouais. pouvoir être à l'aise. Et je pense qu'il faut vraiment être à l'aise avec les questions qu'on pose. Mm. Ça dépend aussi du temps qu'on a face à soi. Donc, c'est vrai que la première question, c'était comme tu le disais très bien, Marie, c'est avez-vous vécu des violences au cours de votre vie ou en vivez-vous aujourd'hui ou d'événements douloureux que vous avez pu traverser qui pourraient avoir une incidence dans votre vie aujourd'hui? Mais moi, par exemple, en tant qu'infirmière de santé sexuelle en prévention, j'ai du temps, j'ai beaucoup de temps, j'ai de la chance. Et donc, je détaille toutes les violences. Et alors là, je peux vous dire que la parole, elle se libère vraiment. Mais c'est vrai que je suis très bien entourée puisque je travaille moi-même à la Maison des femmes de Nanterre. Je travaille beaucoup avec Marie et le dispositif du parcours Diane. Et puis, on a tous les partenaires autour de nous vers qui on peut orienter. Mais franchement, moi, ça fait plusieurs années que je fais ce dépistage très fouillé, très détaillé. Et j'ai beaucoup de femmes qui me remercient et qui sont vraiment soulagées quand elles ont pu déposer des choses. Donc voilà, je Mhm. pense que le réseau, c'est très important, bien connaître ses partenaires, donc pas hésiter à aller les rencontrer pour savoir à qui on a affaire, qu'on puisse mettre un visage sur les partenaires. Et puis parfois aussi l'accompagnement, c'est-à-dire passer les coups de téléphone ensemble. C'est-à-dire parfois c'est compliqué de donner un numéro de téléphone. Ce qu'on peut faire, c'est bah, est-ce que vous voulez qu'on appelle ensemble le parcours Diane? Est-ce que vous voulez qu'on appelle ensemble la Maison des femmes? Et ça, c'est rassurant aussi pour eux parce qu'ils voient qu'on ne donne pas juste un numéro et qu'on connaît quand même les dispositifs vers lesquels on les oriente. Voilà ce que je pourrais dire, moi, pour ma part. D'accord. Merci. Je vous en prie. Je vois Alors, qu'il y a une question ouais. sur combien de temps durent les suivis. Alors, en fait, c'est une question, c'est compliqué d'y répondre parce qu'on n'a pas encore beaucoup de recul, vu qu'on est assez jeune finalement, vu qu'on est ouvert depuis fin 2022. Parce que, bah, on en parlait ce matin avec ma collègue, et en fait, c'est vraiment très aléatoire. C'est-à-dire que j'ai des femmes que je suis depuis 2 ans et demi et qui sont toujours là et qui ont toujours besoin de nous, alors pas tous les 15 jours, hein, mais qui vont quand même être là très souvent. Et puis, on en a certaines autres qu'on va voir qu'une fois ou deux, et en fait, elles vont nous dire, bah, voilà, ça m'a fait du bien d'en parler et ça m'a suffi. On a aussi des perdus de vue. On a des femmes qui disparaissent et puis qui vont revenir 6 mois plus tard. C'est pas du tout linéaire, en fait, comme prise en charge.
Donc, il faut vraiment beaucoup de souplesse pour se dire, bah voilà, la moyenne des suivis, c'est compliqué à dire encore. Je crois que la Maison des femmes de Saint-Denis disait qu'en moyenne, c'était 3 ans. Mais vous voyez, je suis même pas sûre de ce que je dis parce que c'était, c'est pas là que je travaille. Il y a une question aussi qui est, est-ce que le dépistage systématique peut être délétère dans certains cas? Et si oui, dans quelle situation? Comment il pourrait être délétère? Je sais pas. Pourquoi il serait délétère? Parce que c'est juste une question. Enfin, Alors, après, elle a le droit de pas répondre. Ah, de décompenser. voilà. Euh, En tout cas, moi, quand je pose la question du dépistage des violences, quand je pose la question, avez-vous vécu des violences? En préalable, je leur dis tout le temps, vous n'êtes pas obligé de me répondre. Euh, moi, pour moi et pour tous les professionnels soignants, c'est important de poser la question parce qu'on sait combien ça a une incidence sur la santé des femmes et sur la santé des personnes, mais vous n'êtes pas obligé de me répondre. Je n'ai pratiquement jamais eu de femme qui m'a dit non, je ne veux pas répondre. Je pense que j'en ai eu une ou deux depuis que je fais le dépistage, c'est tout. En tout cas, même si elles disent non, elles savent qu'elles peuvent revenir si à un moment elles ont envie d'en parler, parce qu'on leur a posé la question. Après, délétère, est-ce que ça aurait pu être euh, nocif d'avoir posé cette question? Si je l'entends comme ça, hein, si cette question est posée de cette façon, personnellement, moi, dans mon parcours, je n'ai jamais de situation pour lequel avoir posé cette question a posé un problème par la suite. La seule situation où parfois ça peut être embêtant parce qu'on n'a pas la suite, justement, c'est quand ce sont des mineurs qui viennent nous déposer des situations de violence où on est amené à faire un signalement et où on n'a pas la suite par les professionnels à qui on a adressé ce signalement. Donc on ne sait pas ce que sont devenus ces jeunes. On a rarement un retour de ces jeunes vers nos services. Après, chez les majeurs, moi, j'ai pas de situation qui m'amène à dire que ça a été nocif de poser cette question. Ouais, moi je trouve que en fait c'est vrai que dans les premiers entretiens aussi on met un cadre où on les en fait ça leur appartient à elles. C'est-à-dire qu'elles sont pas obligées de tout nous dire. Et ça, on insiste bien sur, bah voilà, ça vous appartient. Ce temps-là, il vous appartient. Donc, si vous avez envie, si vous avez besoin que ça sorte, vous le dites, mais vous n'êtes pas obligé de nous raconter aussi toutes les violences que vous avez vécues. Et il y a surtout des violences très intimes, elles vont pas arriver tout de suite. Elles vont arriver bien plus tard, voire des fois 2, 3 rendez-vous après, où, ah ben en fait, je vous l'ai pas dit, mais il m'a violée. Enfin voilà. C'est des choses qui vont arriver bien plus tard aussi. Il faut quand même qu'il y ait un lien de confiance qui s'installe. Mais enfin, leur rendre ça en fait, parce que enfin, on leur a volé du temps, on leur a volé leur corps, et du coup, leur rendre cette possibilité-là d'avoir ce temps-là à elles, et qu'elles en font ce qu'elles veulent, et qu'elles ont le droit de pas tout dire, ça les responsabilise aussi par rapport à leur temps. Alors, je pense aussi que suivant de la place que l'on occupe, médecin, infirmière, sage-femme ou autres professionnels du social et autres, je pense que ce qui est important aussi, c'est de leur permettre de pouvoir revenir en parler et de leur accorder du temps. Parce que ça demande du temps, tout ça. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de leur dire, écoutez, là, on va peut-être s'arrêter pour aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on se revoie une autre fois, puis qu'on continue? Parce que je trouvais qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient sorties. Et je me disais, là, stop, quoi. Enfin, on va peut-être pas en rajouter aujourd'hui. Enfin, voilà, moi, je me disais ça et je leur disais, bah, est-ce que vous voulez qu'on s'arrête aujourd'hui, puis on se revoit sur un autre temps? Et ça marche bien, ça aussi, hein. C'est-à-dire leur reproposer de revenir, comme tu disais bien, Marie. Mais toi, tu es dans un dispositif dédié à ça, mais on n'est pas forcément avec des professionnels qui vont faire du dépistage et dont c'est le corps de métier de les accompagner. Mais voilà, par exemple, un médecin généraliste peut proposer de revenir plusieurs fois pour pouvoir avancer sur la situation et puis après proposer une orientation adaptée en fonction de tout ce qui aura été délivré. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, non, tout à fait.
J'ai une question justement à ce propos. Quand si un médecin fait un dépistage systématique des violences, que pour une patiente il s'avère que c'est positif, et que il décide avec elle donc de reprendre un rendez-vous et d'avoir un suivi, on va dire un peu plus rapproché. Ça, c'est quelque chose qui peut être détecté par le partenaire violent. Dans ces cas-là, est-ce qu'il y a il existe un peu des stratégies, des protocoles? Bah, on sait qu'on va le justifier par telle fausse pathologie, etc., pour pouvoir facilement réaliser le suivi sans alerter le partenaire. Alors, c'est plutôt pas mal sur le parcours Diane, c'est que du coup, on est dans l'hôpital. Donc, bah, j'en ai qui viennent pour des consultations gynéco. J'en ai une, je crois que je suis sa prof de Zumba. Alors là, je sais pas pourquoi. Ça m'a beaucoup fait rire. Je suis enregistrée comme prof de Zumba sur son téléphone. Et ensuite, en fait, c'est l'ARS qui finance le dispositif. Mais du coup, quand elles viennent nous rencontrer au Parcours Diane, c'est pas du tout enregistré sur la carte de sécu ni rien. Donc, c'est invisible. Et après, c'est pour ça qu'on ne rappelle pas les femmes si elles n'ont pas donné l'autorisation pour qu'on les appelle. On va leur demander, est-ce qu'on peut vous appeler? Est-ce que votre téléphone est surveillé? Est-ce que votre mail est surveillé? Et si oui, est-ce que vous avez un ami ou une amie de confiance qu'on peut contacter au cas où, si jamais on ne peut pas vous appeler vous? Voilà. Donc, on essaye quand même de mettre un petit peu Enfin, sur le dossier, en tout cas, nous, c'est marqué si on peut la contacter sans risque ou pas. Et dans quelle mesure les informations que vous regroupez peuvent être utilisées ensuite au niveau judiciaire, que ce soit par la patiente elle-même ou dans un cadre un peu différent, type un féminicide, ce genre de choses. Alors, féminicide, hein, pour l'instant, on n'en a pas eu. Je touche du singe pour qu'il n'y en ait pas. Mais oui, on fait des attestations, en fait. On rédige des attestations comme quoi elles sont suivies, mais on leur remet en main propre. Donc, enfin, légalement, c'est des attestations qu'on va remettre en main propre et qui vont, après, c'est la femme qui va s'en servir pour son audience, pour son procès, qui va le remettre à son avocate. Et si jamais il y a une réquisition judiciaire d'un dossier médical, ça passe par la direction de l'hôpital. Enfin, c'est pas juste un coup de fil. Est-ce que voilà. Et nous, les dossiers du parcours Diane sont enregistrés de façon anonyme dans l'ordinateur de l'hôpital, enfin dans le logiciel de l'hôpital. C'est-à-dire que parce qu'on a aussi des femmes qui travaillent à l'hôpital, donc il n'est pas question que la collègue puisse aller vérifier dans DXR ce qu'a dit sa copine. Donc du coup, tous les dossiers du parcours Diane sont vraiment mis de côté, enfin anonymisés par rapport au reste de l'hôpital. Donc voilà. Donc, on essaye de mettre des sécurités à tous les niveaux pour vraiment préserver ça. Il y a une situation à laquelle j'ai été confrontée, moi, c'est le mouchard sur le téléphone. C'est-à-dire que j'ai une jeune femme qui, en fait, ne comprenait pas que l'auteur l'a trouvé à tel et tel endroit sur l'Île-de-France. Et en fait, elle a compris qu'il y avait eu un mouchard sur son téléphone un peu tardivement. Mais voilà quoi, c'est aussi, faut être vigilant par rapport à ça. Donc il y a des circuits pour savoir savoir s'il y a un mouchard ou pas sur le téléphone. Je l'ai pas là Ouais, il y aujourd'hui, a mais le tribunal de Paris. En fait, ils ont des appareils pour détecter voilà, c'est ça. le Voilà. tribunal de Paris. Oui, oui, les téléphones sont parfois surveillés, donc on fait Mm. vraiment attention. Mais elles le savent, enfin, elles sont méfiantes en général. Ouais. Voilà. En Donc, tout cas, c'est un sujet qu'il faut aborder parce que toutes n'y pensent pas, suivant les âges, etc., suivant les circonstances, ne pensent pas forcément que ça puisse exister. Et quand effectivement elles se retrouvent, euh, enfin, que l'auteur ou le conjoint ou la retrouve à des endroits où elle n'était pas censée avoir dit qu'elle était, il faut y penser. Et désolé, j'ai une dernière question. C'est plutôt par rapport à... je ne savais pas qu'il était possible de faire un signalement concernant des personnes majeures en tant que professionnel de santé. Euh, ouais, ça se fait au parquet, en fait, du département où la personne est domiciliée.
Et pour le coup, c'est une adresse spéciale médicale du parquet. Et en fait, on est soumis au secret professionnel. Donc, il faut que la personne soit au courant. Elle n'est pas obligée d'être d'accord, mais au moins au courant. Et après, il y a une forme un peu spécifique où voilà, on va déclarer ce qu'on a vu ou ce qu'elle nous a dit pour pouvoir alerter quand vraiment mais faire un signalement, c'est vraiment dans les cas où on a peur pour la vie de la personne quand elle va sortir de l'hôpital. Enfin, c'est, voilà, il y a un contexte, enfin, j'en ai pas, ou alors si, quand il y a un enjeu sur les enfants aussi, avec un danger sur les enfants, j'en ai fait plusieurs à ce niveau-là. Mais voilà, j'en fais pas toutes les semaines non plus des signalements parce que l'idée, c'est vraiment de les amener, elles, à se prendre en charge et pas qu'on fasse à leur place. Donc c'est toujours doser bah, quel est le bénéfice gain par rapport à ce qu'on va la façon dont on agit. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Peut-être s'arrêter là alors, si vous avez plus de questions. Oui, bah, merci beaucoup Florence et Marie pour cette présentation en binôme. C'était très bien. Merci beaucoup encore. Et puis à bientôt pour un prochain webinaire. Et donc celui-ci sera disponible sur la chaîne du CORES Île-de-France Nord-Ouest bientôt. Et vous recevrez un mail avec le lien. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Merci Merci, Jennifer, Et au merci à revoir. tous. bonne journée. Merci Marie. Au revoir. Au À revoir. bientôt, au revoir.